parties, hein. D'abord, je vais vous présenter l'histoire. Pourquoi est-ce que la Martinique est devenue française? Ensuite, nous verrons également, son statut juridique, son économie, la culture et enfin, je vous ferai une petite visite, guidée. Donc voilà comment va se, dérouler, ce webinaire. Et ah oui, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez laisser vos questions dans le chat et à la fin donc du PowerPoint, je répondrai à vos questions, voilà, et on pourra échanger si vous avez des questions. Alors, donc commençons. La Martinique. Alors, pourquoi je parle de la Martinique? C'est pas seulement parce que c'est l'endroit d'où je viens, c'est également parce que quand on pense à la France, les gens voient que la France hexagonale, c'est-à-dire la partie européenne, la partie qui se trouve en Europe, avec, également, pardon, je vais enlever la caméra juste pendant le PowerPoint. Voilà. Alors, quand on pense à la Martinique, quand on pense à la France, on voit que la France, la partie en Europe, et pas le reste, alors que la France, elle est présente donc sur le globe en entier. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle l'outre-mer. L'outre-mer, c'est un ensemble de 12 territoires, principalement des îles et quelques terres aussi, qui sont, de par l'histoire, devenus français, qui sont devenus des territoires français. Alors, la Martinique, elle se trouve dans les Caraïbes. Comme vous pouvez le voir, attendez, je vérifie s'il y a une question. Ah oui. Alors, comme vous pouvez le voir, la Martinique se trouve dans les Caraïbes. Elle est entourée par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Elle fait partie d'un archipel, c'est-à-dire un ensemble d'îles que l'on appelle les Antilles. Et dans les Antilles, on a quelques îles qui sont françaises. Les autres sont indépendantes, hein, les autres sont indépendantes, mais ont appartenu à d'autres puissances européennes dans l'histoire. Donc, il y a des îles où on va parler anglais, des îles où on va parler espagnol. Voilà, parce que au 15e, 16e et 17e siècle, les puissances européennes sont arrivées dans les Caraïbes pour prendre des territoires. Et il n'y avait pas que les Français, ça on le verra plus tard. Alors, petite présentation, petite carte d'identité de la Martinique. Son chef-lieu, c'est Fort-de-France. Quand je parle de chef-lieu, il s'agit de la ville principale. C'est la ville où vous avez la préfecture, c'est-à-dire les grands services administratifs. C'est aussi la plus grande ville, la principale ville en Martinique. Quelle langue on parle? On parle bien sûr le français, mais il y a aussi une langue régionale que l'on appelle le créole. Bon, sa population est de 400 404 habitants. Ce n'est pas forcément une île très, très peuplée. Elle fait 70 km de long sur une trentaine de large et sa superficie de 1080 km² environ. Ce n'est pas une île très grande. Et bien entendu, notre climat est tropical vu qu'on se trouve dans les Caraïbes. Alors, on a une température qui va entre 24 et au maximum 33 degrés quand il fait bien chaud. Voilà, c'est une température en général agréable. Alors, je vais vous parler de l'outre-mer. Voici la carte de l'outre-mer français. Vous voyez sur cette carte
la France est présente sur l'ensemble du globe grâce à ses territoires d'outre-mer. Et bien entendu, la Martinique, elle n'est pas toute seule. Rien que dans les Caraïbes, vous avez Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Guyane. Donc ça, c'est pour c'est dans les Antilles. Les Antilles, c'est ce que vous voyez ici entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous avons aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouve près du Canada, toujours un territoire d'outre-mer. La Polynésie française dans l'océan Atlantique, qui compte environ 115 îles, donc c'est quand même conséquent. Dans l'océan Indien, vous avez Mayotte et la Réunion, qui se trouvent près de l'Afrique. Et entre les deux, vous avez la célèbre île de Madagascar, qui n'est pas française, elle. Puis vous avez Wallis et Futuna, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. Et enfin, les TAF. Alors, les TAF, c'est un acronyme qui veut dire Terre arctique et australe française. Ce sont des territoires qui ne sont pas beaucoup habités. C'est surtout le terrain de jeu des scientifiques. Ces territoires servent beaucoup à la science, parce que ce sont des territoires qui sont très froids. Voilà, ce sera plus pour un intérêt scientifique que la France se trouvera là-bas. Donc voilà un aperçu général de l'outre-mer. Vous avez aussi, c'est vrai, la petite île de Clipperton également, dans l'océan Pacifique, qui est une île pas du tout habitée. Hein, on ne peut pas y vivre d'ailleurs. Les conditions de vie sont trop difficiles. Mais les scientifiques la trouvent intéressante et les seules personnes qui s'y trouvent, ce sont des scientifiques. Alors voilà pour l'ensemble de l'outre-mer. Alors, vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi tous ces territoires sont français alors qu'ils sont si loin de la France? La Martinique, elle est quand même à 8 heures d'avion, par exemple, de la France. Hein, c'est pas mal. Et bien entendu, je ne parle pas de Tahiti, donc dans la Polynésie française, qui nécessite environ 12 heures d'avion, si ce n'est même plus. Enfin, ce sont des territoires très éloignés quand même de la France. Alors, pourquoi sont-ils français? Eh bien, il faut remonter le temps, il faut faire un petit peu d'histoire et remonter au temps des grandes découvertes et des entreprises de colonisation. Il faut savoir que dès le XVe siècle, c'est l'époque des grandes découvertes et les nations européennes commencent à prendre la mer et à chercher de nouveaux territoires en quête de richesse. Les Espagnols sont les premiers à arriver dans les Caraïbes. Dès le XVe siècle, ils sont présents. Mais ils vont un petit peu se désintéresser de ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'or. Les conquistadors espagnols étaient à la recherche de l'or. Alors, ils sont plutôt partis au Mexique parce qu'il y avait de l'or et au Pérou parce qu'il y avait de l'argent. Donc, ils ont délaissé ces territoires. Mais rien n'est perdu, bien entendu. Les autres puissances européennes en ont profité pour arriver et conquérir ces territoires. Donc, dès le début du XVIIe siècle, on a une présence française aux Antilles. Il n'y a pas que les Français, bien entendu, vous avez également les Anglais et les Hollandais. Et tout ce petit monde va se partager les Antilles. Donc, au premier tiers, donc au début du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'entreprise de colonisation. Les nations européennes
qui découvrent les territoires, essayent de se les approprier, donc de s'installer, hein, c'est-à-dire qu'on va former des colonies. Ils s'y installent, mais bien entendu, ils ne sont pas tout seuls. Ils vont devoir se battre contre les Indiens. Alors, en Martinique, plus spécifiquement, c'est Pierre Belin d'Hénambuc qui arrive en Martinique en 1635 et il doit y établir une colonie. Au nom du roi, bien entendu. Hein. La colonie, ce n'est pas la sienne. Les gens qui dirigent les colonies les dirigent au nom du roi de France, parce que le but des colonies, c'est de faire la richesse du royaume de France. C'est pour ça que les Français s'y installent. Alors, bien entendu, ils ne sont pas tout seuls. Quand ils arrivent, il y a déjà des personnes qui vivent sur ces îles, notamment les Indiens Caraïbes, qu'on appelle aussi Arawak. Ils étaient là, et bien entendu, qu'est-ce qu'il se passe? On se bat. Les Français et les Indiens Caraïbes se battent pour garder l'île. Et finalement, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il va y avoir un partage de l'île de la Martinique. D'un côté, il y a les Indiens Caraïbes et d'un autre côté, il y a les Français. Malheureusement, pour les Indiens des Caraïbes, ça ne va pas durer longtemps comme ça parce que les Européens apportent des maladies venues d'Europe, des maladies auxquelles les Indiens ne sont pas habitués, donc ils vont mourir à cause des microbes. Et bien entendu aussi à cause des nombreux affrontements qu'il peut y avoir entre eux et les Français. Alors, la population de la Martinique et des Antilles commence à changer. Les Indiens perdent du territoire et ce sont les Européens qui arrivent. Ils constituent ce qu'on appelle la première vague de peuplement. Alors, pourquoi les Européens viennent? C'est parce que il y a une extrême misère en Europe. Voilà, et les gens sont pauvres, donc ils cherchent la richesse ailleurs. Donc ils s'engagent aux colonies. On va connaître le système des engagés. Ce sont des Français qui s'engagent pour 3 ans. Pour 3 ans, ils s'engagent aux colonies et ils travaillent. Voilà, pour 3 ans, ils ont un contrat de 3 ans où ils travaillent. Et ils aident à monter la colonie, à cultiver la terre, à construire. Voilà. Donc la première vague de peuplement sera d'Europe à cause des problèmes de la misère qu'il peut y avoir en Europe. Donc beaucoup essaieront de tenter l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on va y faire dans ces colonies? On va y fabriquer du sucre. Avec quoi? Avec la canne à sucre. C'est la plante que vous voyez en fond d'écran. Voilà, là, elle est coupée. Ce sont des plantes qui sont assez grandes. Hein, dans les champs de canne à sucre, les plantes font bien 2 mètres quand même. Donc, il y en a beaucoup en Martinique et il y en a toujours hein, en Martinique. Même moi, quand je sors de chez moi, j'ai plein de champs de canne. Bon, je ne suis pas en ville, je suis dans la nature, mais il y a toujours beaucoup de champs de canne. Alors, à l'époque, la canne à sucre, on l'utilisait pour fabriquer du sucre. Et cette fabrication de sucre fera la richesse de l'île. C'est vraiment, on n'a peut-être pas trouvé de l'or comme les Espagnols, mais le sucre était un petit peu comme de l'or. Bon, malheureusement, ça ne durera pas éternellement. À partir de 1840,
le sucre va connaître de nombreuses crises, notamment à cause de la concurrence mondiale, parce que d'autres îles comme Cuba, Porto Rico, il y a même les Philippines. Même les Philippines vont produire du sucre et ils vont le faire moins cher qu'aux Antilles. Et ben, ça fera de la concurrence et là, ben, il va y avoir des problèmes. Et le cours du sucre vers 1884 jusqu'en 1906 va vraiment baisser. Donc le sucre ne sera plus, il va perdre de sa valeur et le sucre ne sera plus vraiment une source de richesse pour l'île. Mais en tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle quand même, c'est vraiment considéré comme l'or de la Martinique. Bon, bien entendu, on ne fait pas que du sucre. D'autres produits tropicaux seront amenés en France, comme le coton, le tabac, voilà. Mais c'est la canne à sucre qui est la principale. Alors, mais comment fait-on cela? Alors, bien entendu, ce ne sera pourquoi est-ce que le sucre, en fait, est si bon marché à cette période de l'année? C'est parce qu'il ne coûte presque rien en termes de fabrication, vu qu'on utilise des esclaves. Voilà, les Français vont utiliser l'esclavage pour produire le sucre. Parce que au début, on utilisait, comme je vous l'avais dit, des engagés, alors c'est-à-dire des Français qui venaient qui venaient de France pour travailler, mais ils n'étaient pas adaptés au travail dans ces milieux, dans un milieu tropical en fait. Ils n'arrivaient pas à travailler suffisamment bien. Le travail était trop dur. Ils mouraient de maladies aussi. Ils ne supportaient pas la chaleur, le travail sous une chaleur étouffante qui n'existait pas en France. Alors, c'était vraiment trop dur. Alors, quelle était la solution? C'est d'aller en Afrique, acheter des esclaves qui, eux, allaient être plus résistants à la chaleur et au travail dur. Donc les Français les achetaient et les ramenaient aux Antilles pour qu'ils soient vendus. On appelle ça la traite des Noirs ou la traite négrière. Ça se fait dans le cadre du commerce triangulaire. Alors le commerce triangulaire, pourquoi le commerce triangulaire? Triangle, triangulaire, ça vient du mot triangle. Comme vous voyez sur la carte, on a un triangle ici. C'est-à-dire que les bateaux partaient d'Europe, ils descendaient en Afrique acheter des esclaves. Ils les achetaient, ils ne les capturaient pas, hein. C'était un commerce très organisé. Et donc, il y avait des comptoirs en Afrique où donc, des personnes déjà présentes en Afrique qui n'étaient pas forcément des Français, capturaient donc les Africains et ensuite les vendaient aux Français. Il leur suffisait aux Français d'arriver et de les acheter. Ils n'avaient même pas besoin de les capturer, c'était déjà fait. C'était vraiment, on peut dire, un commerce, un business. Ensuite, ils partaient aux Antilles vendre les esclaves. Une fois qu'ils avaient vendu les esclaves, ils repartaient en Europe avec des marchandises, donc du sucre, du café, du coton, etc. Ce commerce se faisait grâce à des bateaux qu'on appelait des négriers. Donc, c'était des bateaux conçus pour ce commerce qui étaient capables de transporter une centaine d'esclaves dans les cales. Et l'équipage des négriers, donc les gens qui travaillaient dans ces bateaux, étaient mieux payés. Ils étaient mieux payés que d'autres équipages,
donc d'autres personnes qui travaillaient dans d'autres bateaux. C'était vraiment, on reconnaissait que c'était un équipage avec de l'expérience, alors on les payait plus. Et ces bateaux négriers partaient des ports négriers, principalement ceux de Nantes et de Bordeaux. Donc, en France, il y avait des ports spécialisés dans ce commerce-là. Ils recevaient les bateaux négriers, ils débarquaient la marchandise venue des tropiques. C'était vraiment bien organisé. Bon, malheureusement, cela a fait plein de victimes parce que l'esclavage, rien que la traversée était très difficile. Les esclaves ne pouvaient pas bouger, ils étaient enchaînés et il y avait une partie des esclaves qui mouraient rien que dans la traversée. Pendant le voyage, ils pouvaient mourir pendant le voyage parce que les conditions étaient vraiment abominables. Alors, une fois qu'ils arrivent, les esclaves sont vendus et vont travailler sur des habitations. Les habitations, ce sont des grands domaines sur lesquels les esclaves travaillent et ils vivent sur ce domaine avec les maîtres. Donc, les maîtres, ce sont ceux qui dirigent l'habitation. Donc, eux, ils se trouvent, comme vous le voyez sur la photo, ils ont une grande maison et ils vivent pas très loin des esclaves qui, eux, vivent dans des petites cases. Tout le monde est sur le même domaine, sur la même terre, on travaille et on vit au même endroit ensemble. Parce que le maître doit pouvoir surveiller les esclaves. Et en Martinique, il y aura de nombreuses habitations. Celle que vous voyez sur la photo, c'est l'habitation Céron. Bien entendu, c'est une ancienne habitation, hein. Ça n'existe plus, ce genre de système-là. C'est une ancienne habitation qui se visite toujours et elle se trouve dans le nord de la Martinique. Et vous pouvez y admirer, si vous vous promenez, les ruines. Les ruines, donc des pièces dans lesquelles on fabriquait le sucre, où on préparait le manioc pour manger, etc. Voilà. Il n'en reste que des ruines et aussi quelques vestiges de machines qui servaient à broyer la canne, à récupérer le sucre, etc. Donc voilà, pour les habitations, nous en avons encore plusieurs, mais bien entendu, ce sont des anciennes habitations qui sont un peu comme des musées. Elles se visitent. Alors, bien entendu, ce système donc l'esclavage ne va pas durer éternellement, heureusement. Il va être aboli. Pourquoi? C'est parce qu'il se passe un événement important. En 1789, c'est la Révolution française. Pour un peu d'histoire, la Révolution française va renverser le roi, donc Louis XVI, et mettre fin au régime qu'on appelle l'absolutisme, qui était un régime où justement le roi avait tous les pouvoirs et ne respectait aucune loi, aucun principe, rien du tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'absolutisme. C'était vraiment le pouvoir dans les mains d'un seul homme qui en abusait un petit peu. Et au bout d'un moment, les Français ont renversé ce pouvoir. Donc 1789 est une date très importante dans l'histoire de France. Et cette révolution a permis justement de changer les mentalités, de changer la vision qu'on pouvait avoir sur les hommes. Et notamment, elle a permis de développer les idées donc d'égalité entre les hommes, de respect, des libertés, etc.
On le voit également dans le mouvement des idées des Lumières. Alors, les Lumières, c'est un mouvement littéraire et philosophique qui se développe au XVIIIe siècle et qui encouragera justement la Révolution française. Et justement, les Lumières partent du principe que tous les hommes sont libres et égaux en droit. Donc voilà, on voit l'homme d'une autre manière et on ne peut pas glorifier la Révolution française et continuer l'esclavage. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible avec les idées et les principes de la Révolution française qui veut que on respecte le droit des hommes et de tous les hommes. Donc l'esclavage sera aboli. La première abolition sera proclamée le 14 février 1874. Voilà, donc l'esclavage sera arrêté à cette date-là. Bon, il faut avouer que ce n'est pas que à cause de la Révolution française. Il faut dire aussi que sur les habitations dans les Antilles, il y avait quand même un petit peu de rébellion. Les esclaves commençaient à en avoir marre, à se rebeller. Et même les gens, les colons français commençaient à ne pas vouloir respecter le gouvernement français, qui était beaucoup trop contraignant pour eux. Donc, il y avait des petites tensions, alors il était préférable de proclamer l'abolition pour calmer tout le monde. Il y aura une deuxième abolition parce que Napoléon réintroduira l'esclavage, mais vraiment pas longtemps. Et finalement, la vraie abolition aura lieu le 27 avril 1848. En Martinique, la date exacte, c'est le 22 mai 1848. Voilà, donc l'esclavage sera aboli en Martinique à cette date-là. Et cette date est fériée. Le 22 mai, on ne travaille pas en Martinique. Ce n'est pas férié en France, mais c'est férié en Martinique. Alors finalement, vu que l'esclavage est aboli, les anciens esclaves auront droit à la citoyenneté politique et donc qui sera accordée à toute la population. Ils deviendront des citoyens, les citoyens français. Donc on les appelle les nouveaux libres. La Martinique sera une colonie jusqu'en 1946. Il faut faire la différence. L'esclavage sera aboli, mais la Martinique ne sera pas considérée tout de suite comme vraiment un territoire français dans un sens strict. Ce sera une colonie. Mais avec la loi du 19 mars 1946, elle devient un département français. Ce qui veut dire fin de l'exception coloniale et rattachement strict à la France. Qu'est-ce que c'est que l'exception coloniale? L'exception coloniale, en fait, c'était le fait de penser que les grands principes de la Révolution, c'est-à-dire les droits de l'homme et du citoyen, donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes de la République, donc les droits universels de l'homme, etc. On pensait que ce n'était pas nécessaire de les appliquer aux colonies. Donc, les lois n'étaient pas exactement les mêmes. Alors, oui, avant que j'oublie, il faut dire que la Martinique, quand elle était colonie, a beaucoup aidé la France, c'est vrai, notamment lors des deux conflits, donc les deux guerres mondiales. Elle a donné des hommes se sont battus pour la France et ils ont envoyé beaucoup de vivres, du sucre, du rhum, des fruits et légumes, etc. Ils ont envoyé beaucoup de marchandises, beaucoup de produits
pour l'armée française. Donc, ils ont vraiment participé à l'effort de guerre avec la France et c'est pour ça aussi qu'ils ont demandé à rester français. Alors, à partir des années 60, une partie des colonies françaises va réclamer son indépendance. La Martinique, elle veut rester française et il n'y a plus de questions là-dessus, mais d'autres colonies vont se séparer de la France. Il faut savoir que la France, c'était un empire colonial et ce que vous voyez de l'outre-mer, c'est vraiment les restes, c'est les miettes de son empire colonial. Avant, elle avait des terres la France avait des terres en Amérique du Nord, donc notamment au Canada, en Asie du Sud-Est également. Elle avait plusieurs îles dans la Caraïbe, mais ces territoires-là ont voulu être indépendants. Notamment aussi en Afrique du Nord, il y avait des colonies qui appartenaient à la France. Mais dans les années 60, c'est vraiment le grand mouvement de décolonisation et certains décident de ne pas rester français. Alors voilà pour la petite parenthèse historique. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le statut juridique. Vous devez certainement, peut-être que vous avez déjà entendu parler des dom-tom. Les dom-tom, c'est l'ancien nom utilisé pour parler des territoires d'outre-mer. Vous voyez, c'est les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Une révision constitutionnelle du 28 mars 2003 va changer le nom et ça s'appellera DROMCOM. DROMCOM, donc département d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. On divise l'outre-mer en deux. Vous avez les départements et régions d'outre-mer, les DROM, qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Puis vous avez les collectivités d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors, cette division se fait dans la Constitution. Voilà, on divise l'outre-mer en deux articles de la Constitution. L'article 73, qui s'applique à la Martinique. La Martinique dépend de cet article-là. Donc l'article 73 dit que les lois de la République s'appliquent en Martinique, mais que ces lois font l'objet d'une adaptation, tenant compte aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité. C'est-à-dire que ce sont les lois françaises, mais de temps en temps, elles peuvent être adaptées à des situations particulières. Parce qu'on prend en compte que la Martinique, ce n'est pas la France et des fois, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et vous avez, en deuxième partie, vous avez l'article 74 de la Constitution qui, lui, prévoit un principe de spécialité législative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour déterminer le statut et l'organisation des territoires qui relèvent de l'article 74, il faut voter une loi. Donc, pour chaque territoire, une loi définira son statut. Et la spécificité de ces territoires-là, de l'article 74, c'est qu'ils bénéficient d'une certaine autonomie, ce dont ne bénéficie pas du tout la Martinique. Donc voilà, il y a quand même une différence de statut juridique. L'outre-mer est divisé en deux, voire même en trois. Là, je vous ai fait la petite division, article 73, article 74, et la Nouvelle-Calédonie qui, elle, dépend du titre 13 de la Constitution. Et là encore, on prévoit des lois particulières pour elle, pour son statut, pour son organisation politique, etc. Donc, c'est assez spécifique. Par exemple, si vous allez en Polynésie française, vous verrez qu'ils ont un président. Ils ont un gouvernement et ils ont un président.
un président tahitien, ce qui n'existe pas en Martinique, par exemple. Il y a quand même une différence de gestion entre les territoires de l'outre-mer. Alors, l'organisation politique, vite fait, je vous montre comment ça se passe. L'État est représenté par un préfet et 3 sous-préfets. Alors, bien entendu, les préfets et les sous-préfets, on en trouve aussi en France métropolitaine, hein, c'est-à-dire la France en Europe. Hein. Vous avez aussi des préfets. Le préfet, c'est juste le représentant de l'État dans des parties de la France, dans les départements et dans les régions. On a une préfecture et 3 sous-préfectures en Martinique. Donc, le préfet dirige une préfecture et les sous-préfets, les sous-préfectures. Les préfectures et les sous-préfectures, en fait, elles sont là pour la gestion administrative. Elles s'occupent de la gestion administrative de la Martinique. La Martinique est représentée au Parlement, donc à Paris, hein, à l'Assemblée nationale, par 4 députés et 3 sénateurs. Donc, bien entendu, elle fait entendre sa voix quand il s'agit de voter des lois en France. Elle est constituée d'une assemblée délibérante unique et d'un conseil exécutif. Alors, l'assemblée unique est constituée de 51 membres élus pour 6 ans. Et ces membres vont prendre des décisions dans les matières suivantes. Donc, le développement économique, l'aménagement du territoire et les transports, le développement culturel, scientifique et sportif. Oh, pardon. Je suis allée un peu trop loin. Le développement sanitaire et social, l'éducation et la coopération régionale. Donc, voilà les domaines dans lesquels l'Assemblée unique va prendre des décisions. Pas des lois, hein. Les lois sont votées en France, hein, mais elle va voter, par exemple, les budgets, elle va accorder un financement pour l'éducation, pour le sanitaire, etc. Elle va décider voilà, de distribuer de l'argent et prendre certaines décisions dans le fonctionnement, mais elle ne prend pas de loi. Elle ne décide pas des lois. Elle sera donc, elle va gouverner avec le conseil exécutif qui exécute et dirige l'action de la collectivité territoriale de la Martinique dans les conditions et les limites fixées par la loi. Donc, ils exécutent les décisions prises par la collectivité territoriale, mais bien entendu, il faut toujours une limite. La limite, c'est la loi française. Voilà pour le point juridique. Maintenant, un tout petit point concernant l'économie. Alors, pour vous montrer donc le PIB en Martinique en 2014, c'était de 8,4 milliards d'euros avec une croissance de 2,1% en valeur et 1,2% en volume. L'investissement est le principal moteur de l'économie. Malheureusement, nous avons quand même la Martinique n'est pas considérée comme le département le plus pauvre de l'outre-mer. Je dois dire qu'on est quand même bien. C'est pas que la Martinique est riche, bien sûr, mais par rapport à d'autres territoires d'outre-mer, ça va. C'est pas comme Mayotte ou la Guyane qui vont connaître plus de problèmes voilà, en termes d'économie, de chômage, etc. Bon, par contre, le chômage est quand même présent en Martinique. Il est 2 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. Quand je parle de France métropolitaine, je rappelle que c'est la France que vous voyez en Europe. On appelle ça la métropole. Oui, parce que le chômage en France donc en France métropolitaine, il est de 9% et en Martinique, il est de 8%. Alors, son PIB se répartit en quoi? Donc, l'agriculture représente 31%, l'industrie, un petit secteur, le secteur tertiaire marchand et le secteur tertiaire non marchand.
Voilà pour la répartition du PIB en Martinique, donc du produit intérieur brut. Concernant l'agriculture, on va cultiver principalement la canne à sucre et la banane. Comme je vous le disais, les champs de canne à sucre sont très nombreux en Martinique et les champs de bananes aussi. Vous avez également des champs d'ananas, mais un petit peu moins. La banane donc martiniquaise se vend également en métropole. Alors, si aujourd'hui on fait un peu moins de sucre avec la canne à sucre, on va faire autre chose, c'est le rhum. Le rhum, c'est un alcool fort, environ 50 degrés, donc c'est pas mal. Et c'est l'alcool local en Martinique. Il est fabriqué dans des distilleries. On a 9 distilleries sur l'île. 9 distilleries et une sucrerie. Donc, on a encore une usine qui fabrique du sucre. Sinon, tout le reste, c'est des distilleries. Donc, on fabrique le rhum. Et la Martinique est le plus important producteur de rhum français. Et il faut savoir que les rhums martiniquais sont très réputés. Ils ont un label qu'on appelle AOP, appellation d'origine protégée. Ça veut dire que le rhum martiniquais va suivre des objectifs, des règles de fabrication très exigeantes. Donc, ils ont un cahier des charges à suivre, ils ont une procédure très exigeante à respecter pour fabriquer leur rhum, ce qui fait la qualité du rhum. Il faut dire aussi que on a plusieurs variétés de cannes. Hein, la canne rouge, la canne bleue, on a plein de variétés de cannes que des professionnels savent très bien mélanger et bonifier. Donc, le rhum antillais est très réputé et d'ailleurs, c'est avec lui qu'on fait le fameux, la fameuse boisson locale qu'on appelle le tiponche. Alors, le tiponche, c'est quoi? C'est du rhum blanc la plupart du temps, parce qu'il y a 2 sortes de rhum. On a le rhum vieux, qui a une couleur un peu marron jaune, et on a le rhum blanc. Et le tiponche se fait justement avec le rhum blanc, du citron vert et du sucre de canne. C'est vraiment la boisson phare de Martinique et les touristes adorent ça, les Martiniquais aussi d'ailleurs. On fait donc des tiponches et des planteurs. Les planteurs, c'est du jus de fruits avec du rhum. On n'a pas que le rhum, bien entendu. Nous avons le tourisme en général. La Martinique est une importante destination touristique. Donc, on a beaucoup de Français, donc de métropole, qui viennent, mais également des Européens, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Hollandais, mais aussi beaucoup de Québécois, donc ceux qui viennent du Québec français, vu qu'ils ne sont pas très loin. Voilà, on a beaucoup de touristes. Et en 2015, il y a eu 770 000 personnes qui ont visité la Martinique. Et cette année, malgré le coronavirus, on a eu beaucoup de touristes, peut-être même plus que d'habitude. Parce que les autres destinations étant interdites, beaucoup de personnes sont allées en Martinique parce que c'était autorisé. En tout cas, pendant Noël seulement. Seulement pendant Noël, c'était autorisé. Et on a eu vraiment beaucoup de touristes. La Martinique a donc développé aussi les croisières. Donc, les croisières, ce sont les grands bateaux qui font le tour des Caraïbes. Et donc, à Fort-de-France, vous avez un port qui accueille les bateaux de croisière. On a aussi des
port de plaisance. Donc là, cette fois-ci, c'est aussi pour le tourisme, mais c'est pour accueillir des petits bateaux, donc des voiliers. Nous avons 3 ports de plaisance. Les principaux, les plus touristiques sont ceux des 3 îlets et du Marin. Alors voilà pour le petit point sur l'économie. Maintenant, je voudrais vous présenter eh bien, la culture martiniquaise. Pourquoi? Eh bien, je vais vous faire découvrir cette phrase de Aimé Césaire, qui est un écrivain, poète et homme politique martiniquais, qui, quand il parlait des territoires d'outre-mer, il disait que ce ne sont pas des paysages, ce sont des pays, ce ne sont pas des populations, ce sont des peuples. Et je trouve que cette phrase est très profonde et veut vraiment montrer que la Martinique, même si elle est française, elle est aussi créole. Elle a une double identité. Elle est créole, elle est caribéenne. Il y a une culture là-bas qu'on ne retrouve pas en France. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué le fond de mon PowerPoint. Ce tissu coloré que vous voyez ici avec toutes les couleurs, ça s'appelle un madras. Le madras, c'est un tissu traditionnel qu'on utilise pour faire des robes, des chemises, et les Antillais et les Antillaises, ce n'est pas qu'en Martinique, hein, c'est vraiment dans les Antilles, ils utilisaient ça pour les jours de fête, pour faire, donc c'était les habits de cérémonie. On appelle ça un madras. Le madras venait d'Inde. C'était un tissu qui n'était pas cher et que donc les Martiniquais pouvaient s'offrir. Alors, vu que ce sont des peuples à part entière, avec une culture bien à eux, ils ont une langue. Et la langue, c'est le créole. Alors, bien entendu, la langue officielle est le français, mais le créole est parlé par une grande partie de la population. Les parents parlent créole à leurs enfants. Voilà, depuis tout jeune, ils sont habitués à parler le créole. Bon, le créole n'est pas vraiment enseigné dans les écoles. C'est surtout le français. On met l'accent sur le français. Mais de temps en temps, on organise des dictées créoles dans les écoles pour que les écoliers essayent d'écrire le créole qu'ils connaissent. Mais sinon, c'est surtout la langue française qui est parlée à l'école et dans l'administration, bien sûr. Cependant, si vous prenez la compagnie aérienne Air Caraïbes, oui, parce qu'il y a une compagnie caribéenne, Air Caraïbes, vous entendrez l'hôtesse et le commandant de bord vous parler en français et ensuite en créole. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous prenez Air Caraïbes. Le commandant de bord vous parlera en créole, après vous avoir parlé en français. Alors, le créole, d'où ça vient? Eh bien, c'est une langue qui a été créée, inventée par les esclaves. Alors, pourquoi? C'est parce que les esclaves, je vous avais dit, ils sont venus d'Afrique, mais ils ne venaient pas tous des mêmes tribus, des mêmes régions d'Afrique. Donc, ils ne parlaient pas la même langue. Ça, c'était un problème pour se comprendre dans les habitations. Alors, ils ont créé une langue et bien entendu, non seulement ils voulaient se comprendre, mais en plus, ils ne voulaient pas que le maître, c'est-à-dire le colon, les comprenne eux. Hein. Donc, ils n'ont pas essayé de parler le français, en tout cas pas entre eux. Ils ont créé une langue qui est un mélange de français et de langue africaine. Alors, le vocabulaire est très inspiré de mots français, mais par contre, la phonétique,
c'est-à-dire la manière dont on prononce les mots. La phonétique, elle est africaine. Et la grammaire aussi, la manière de faire les phrases est plutôt d'inspiration africaine. Alors là, vous avez des exemples de petits mots. Par exemple, bonjour, qui veut dire bonjour. Bon souhait, qui veut dire bonsoir. Bonne nuit, qui veut dire bonne nuit. Merci, qui veut dire merci. Et souplé, qui veut dire s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais on a l'impression que c'est des mots français qui ont été un petit peu déformés. On voit qu'il y a vraiment une inspiration du français là-dedans. Alors, voilà un petit exemple de phrase. Bon, pardonnez-moi si mon créole n'est pas très bon. Donc, je vais essayer de vous la lire. Femme Martinique douce, yo belle, yo jolie. Donc, je vous ai mis la traduction en dessous. Les femmes de Martinique sont douces, belles et jolies. Vous voyez, hein, si vous observez la phrase, que beaucoup de mots font penser au français. Et peut-être que sans la traduction, vous auriez pu comprendre. La deuxième phrase. Ah, dans combien de temps Bislac est parti? Là aussi, vous voyez que les mots ressemblent quand même au français. Hein. Combien, bis, c'est le bus, sauf qu'on a changé voilà, une lettre. C'est vraiment inspiré du français, mais avec une consonance africaine. Donc, ils vont beaucoup enlever les R. Vous voyez dans bonjour, partir, ils enlèvent les R. Martinique, ils enlèvent les R aussi. Donc, voilà un exemple de phrase créole. Et si vous vous promenez en Martinique, franchement, vous pouvez entendre le créole un peu partout dans la rue. Alors, maintenant, les fêtes. Les fêtes, c'est très important en Martinique. C'est un aspect très important de la Martinique parce que, eh bien, on aime faire la fête. Les Martiniquais aiment beaucoup faire la fête. Alors, les fêtes sont les mêmes que celles de métropole, mais eh bien, elles sont faites à la martiniquaise. Alors, nous avons par exemple Carnaval qui se déroule entre février et mars. Carnaval, c'est une fête d'une semaine. Bien entendu, il existe aussi en France, mais en Martinique, il est vraiment important. Les gens adorent ça parce que c'est un carnaval en plus qui est très participatif, c'est-à-dire que vous pouvez, aller danser au milieu des gens qui défilent en costume dans la rue. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle courir le vidé. Courir le vidé, c'est vraiment aller participer au carnaval. Donc, vous pouvez danser au milieu des musiciens, au milieu des clubs de carnaval qui défilent dans la rue. Il n'y a pas de problème, c'est normal, ça s'appelle courir le vidé. Le carnaval, c'est vraiment une fête populaire qui implique toute la population. Tout le monde a le droit de participer. Alors, ça commence le dimanche gras. Il y a une parade. Donc, ça veut dire que les gens sont dans la rue. Ils sont habillés un peu comme ils veulent. Ils se déguisent. Il y a beaucoup de couleurs. Les gens dansent. Et les autres jours de la semaine, il y aura un thème. Alors, le lundi gras, c'est le mariage burlesque, c'est-à-dire que les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en hommes. Et ils font semblant de se marier. Alors, c'est surtout les hommes qui aiment bien faire ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais le lundi gras, vous voyez plein d'hommes avec des perruques, du rouge à lèvres, des collants, des jupes, et ça les amuse beaucoup. Le mardi gras, le thème, c'est les diables rouges. Donc, tout le monde s'habille en rouge et blanc ou rouge et noir. Les gens mettent des petites cornes de diable, etc. Enfin, il faut s'habiller en rouge et noir. Et le mercredi, c'est le mercredi des saints. Donc là, on dit qu'on est en deuil. Donc, on s'habille en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'on brûle Vaval. Vaval, c'est qui? C'est un personnage
un personnage qui va représenter tous les malheurs qu'on a eus pendant l'année. Hein, c'est brûler Vaval, c'est dire au revoir à tous les malheurs qu'on a connus dans l'année. Alors souvent, Vaval, donc il est construit en papier, carton, enfin voilà, avec des matériaux qu'on peut trouver un peu partout. Et souvent, il prend le visage d'un homme politique. Voilà. Et donc, il est brûlé le mercredi. Alors, le carnaval, c'est vraiment l'occasion pour les Martiniquais de faire la fête et aussi de se moquer beaucoup de politique. Donc, il y a des chansons sur la politique et les hommes politiques qui sont inventés et chantés, souvent un petit peu grossières d'ailleurs. Mais c'est le carnaval, on a un petit peu le droit de tout faire. Il y a aussi les jeunes. Alors ça, par contre, tout le monde n'aime pas ça, mais les jeunes, maintenant, ils prennent des voitures. Et ils vont bricoler l'intérieur de la voiture, le moteur, pour qu'il fasse beaucoup, beaucoup de bruit. Et ensuite, ils passent dans les rues de Fort-de-France à fond, juste pour faire du bruit. Et souvent, leurs voitures sont peintes avec un peu n'importe quoi, des personnages, des Pokémon. Enfin bon, ils dessinent ce qu'ils veulent dessus. Ce sont des vieilles voitures usées, voilà, qui font énormément de bruit et ils adorent faire ça. Voilà, et tous les soirs, depuis le 1er février, on a des soirées carnavalesques en discothèque. Donc les gens dansent, ils se déguisent, voilà, c'est l'occasion donc de faire la fête, de rencontrer des gens. Alors, bien entendu, donc le carnaval, pourquoi est-ce qu'on se défoule? Pourquoi est-ce qu'on fait vraiment la fête pendant le carnaval? C'est parce que la population martiniquaise est très croyante. Elle est, donc ils sont catholiques en majorité, hein, majorité catholique. Et dans la religion catholique, après carnaval, vous devez faire le carême. Et le carême, c'est une période où vous priez, vous ne mangez pas de bonnes choses, vous ne mangez pas de viande grasse. C'est vraiment un moment où on se lave de ses péchés, où on prie, où on demande, voilà, à Dieu de pardonner, de nous pardonner des péchés, etc., etc. Donc, carnaval, c'est vraiment se défouler avant la période de carême, qui est une période très sage. Voilà, le carême, je vous l'ai écrit ici. Donc, le carême, c'est 40 jours où tout le monde doit être sage et se repentir de ses péchés. Et la fin du carême, c'est Pâques. Alors, à Pâques, après, donc, on a le vendredi saint, après le chemin de croix. Les Martiniquais vont manger des acras de poissons et de légumes. Et ça va être le début donc de Pâques, ça va être la fin du carême et on va pouvoir de nouveau vivre comme on veut, faire la fête. Alors, on déguste des acras de poissons et de légumes. Les acras, ce sont des beignets. Vous pouvez les faire, voilà, ils sont surtout aux poissons ou aux crevettes. Le samedi, donc il y a des manifestations culturelles, donc des soirées dansantes. Voilà, il y a beaucoup de danses, beaucoup de fêtes qui mettent à l'honneur la culture martiniquaise. Donc, il y a des spectacles de danse traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de danses traditionnelles en Martinique. Donc, voilà, on recommence à faire la fête. Et le dimanche, les familles, les amis se retrouvent pour manger le matoutou de crabe. Alors, c'est du crabe que vous allez cuire dans soit dans une poêle, soit dans une grosse cocotte. Vous le cuisez avec du curcuma et c'est servi avec du riz. La sauce est vraiment délicieuse. Ah, par contre, il faut le faire, hein, le matoutou de crabe.
C'est très rare de pouvoir le manger au restaurant ou de le trouver en supermarché. Non, c'est vraiment une tradition martiniquaise. C'est les Martiniquais vont attraper eux-mêmes les crabes. Alors, ce sont des crabes de terre, d'accord? Ce ne sont pas des crabes de mer, ce sont des crabes de terre. Alors, les Martiniquais font des pièges. Ils attendent que le crabe soit pris dans le piège. Ensuite, ils mettent tous les crabes qu'ils attrapent dans un panier et pendant plusieurs jours, ils donnent des épluchures de légumes aux crabes. Donc, les crabes mangent les épluchures de légumes, les épluchures de fruits. Pourquoi? C'est parce que la chair du crabe est mauvaise et qu'il faut, il faut purger le crabe. Le crabe, dans la nature, mange un peu n'importe quoi. Il mange des cadavres, donc des animaux morts. Il mange aussi des trucs qui tombent des poubelles. Donc la chair du crabe, elle est mauvaise. Donc il faut lui donner des pots de la peau de légumes pour le purger en fait et pour que la chair soit saine et les manger comme il faut. Et donc les Martiniquais vont manger le crabe à la plage. C'est une tradition, on se réunit à la plage ou à la rivière, on installe des tentes, on installe les serviettes, les sièges, on amène la musique, hein, parce qu'il est impossible de vivre sans musique en Martinique. Donc on voit les Martiniquais arriver avec des gros appareils de musique ou mettre la musique très forte dans leur voiture et ça y est, c'est la fête. Alors une fête, on ne peut pas dire que oui, c'est un peu une fête, en tout cas, c'est une manifestation, culturelle et populaire, le Tour des Yoles. Alors ça n'existe qu'aux Antilles, ça ne se fait pas en France. Le Tour des Yoles, les yoles, ce sont les bateaux traditionnels martiniquais. Donc pendant le mois d'août, on fait le tour de la Martinique. Donc des yoles font le tour de la Martinique et les gens, vont suivre cette course au bord des plages. Alors c'est la fête vraiment au bord des plages, musique, alcool, danse, la télévision est là parce que c'est filmé et c'est retransmis à la télé. Et chaque bateau va représenter une commune. Donc une commune, un village en fait, un village de Martinique. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi un objet, enfin, un moment de fête. Et enfin, Noël. Alors, à Noël, les Martiniquais organisent ce qu'on appelle un chanté Noël. Alors, c'est écrit un petit peu bizarrement. C'est normal, c'est parce que c'est du créole. Voilà comment on va l'écrire, le chanté Noël. Qu'est-ce que c'est que les chantés Noël? C'est quand on se regroupe quelque part, alors soit dans la maison de quelqu'un, soit dehors, on peut louer une salle et tout le monde se regroupe avec son petit livre de cantiques. Alors les cantiques, ce sont des chansons de Noël et ces chansons sont en français et en créole. Je ne sais pas si vous connaissez les chants de Noël français, mais les chants de Noël en France sont assez calmes et solennels. Alors qu'en Martinique, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des chants très rythmés. D'ailleurs, quand on chante, on danse en même temps. On ne peut pas s'en empêcher parce que ce sont des chants très rythmés. On reprend des chansons françaises, des chants de Noël français, mais ils sont revisités, on va dire, à la sauce martiniquaise, c'est-à-dire avec beaucoup de rythme, beaucoup de tambours, etc. Et on va manger là-bas le fameux jambon de Noël qui a un très bon goût. Le boudin. Alors le boudin, c'est des intestins de cochon, hein. Les pâtés salés. Alors les pâtés salés, alors c'est pas le pâté comme vous le connaissez en France, hein. Le pâté en France, c'est juste de la viande très molle, c'est même plus des morceaux, hein, c'est un peu de la bouillie, du pâté, quoi, que vous mettez sur du pain. Ça, c'est en France, mais en Martinique, le pâté de Noël, les pâtés salés, c'est de la pâte faite avec de la farine, des œufs.
C'est de la pâte, comme de la pâte pour les tartes. Et à l'intérieur de cette pâte, vous mettez soit du porc, soit de la morue. La morue, c'est un poisson, hein. Soit des légumes. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Et aussi, il y a le fameux ragoût de porc, souvent accompagné de pois d'Angole. Bon, ça, personnellement, c'est ce que j'aime le moins. Mais les pâtés salés, le jambon de Noël, le boudin, c'est vraiment très bon. Et aussi, on peut peut-être accompagner ça de chocolat antillais. On l'appelle aussi le chocolat de communion. Le chocolat, donc le chocolat en Martinique, c'est un chocolat qui est fait avec beaucoup d'épices. Donc de la cannelle, des zestes, de la peau du citron, plein de choses. C'est le goût, c'est un chocolat qui a beaucoup de goût. Alors, un petit aperçu de la cuisine créole quand même, vu qu'on parlait nourriture. Alors, voici ce que vous pouvez retrouver quand vous allez au restaurant. C'est toujours les mêmes choses, mais c'est toujours très bon. Alors, il y a les akras. Je vous ai dit que les akras, ce sont des beignets salés qui sont faits avec de la morue, avec des légumes ou alors des crevettes. C'est souvent à base de poisson, hein, les akras. Le vivano, c'est un poisson blanc. On vous le sert à la plage. Le poisson, il est entier, avec une sauce qu'on appelle la sauce créole ou alors la sauce chien. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on dit la sauce chien que c'est fait avec du chien. C'est pas du tout ça. On mange aussi du thon, des gambas. Les gambas, ce sont des crustacés, c'est comme des grosses crevettes. Les gambas, les écrevisses, le wassou, le chatrou. Le chatrou, c'est du poulpe, en fait. C'est du poulpe. Le lambi, c'est un coquillage, un gros coquillage. On mange ça avec des légumes pays, donc tous les légumes qui sont produits en Martinique. Des dombrés. Les dombrés, c'est de la, en fait, c'est de la pâte. C'est des bouts de pâte qu'on met en sauce. Mais c'est surtout la sauce qui est bonne. Le poulet boucané, là aussi, c'est un grand classique. C'est un poulet, en fait, qui est aromatisé à cause de la fumée des flammes qui servent à le cuire. On laisse la fumée aller sur le poulet et il est donc boucané et ça lui donne un goût particulier. Le colombo, alors ça, le colombo, c'est délicieux. C'est fait soit avec du mouton, soit avec du porc ou du poulet. Et c'est la sauce utilisée pour le colombo est vraiment très bonne. Et en dessert, le dessert le plus connu, c'est le blanc manger coco. C'est-à-dire, c'est un flan à la noix de coco. Alors, je vous disais que les Martiniquais adoraient la musique. C'est le cas. Voici un exemplaire, un exemplaire de toutes les musiques et les danses qui existent en Martinique. Donc, certaines ont même été inventées durant l'esclavage, comme par exemple le bélé. Le bélé, c'est vraiment la danse des esclaves. Alors aujourd'hui, toutes ces musiques et ces danses, ça fait un petit peu vieux jeu. Aujourd'hui, la musique la plus en vogue, la plus à la mode, c'est le zouk. Et le zouk est très populaire grâce à un groupe qui s'appelle le groupe Kassav et qui a fait connaître le zouk dans le monde entier. Donc le zouk, c'est une musique, mais ça se danse également, ça se danse en couple. Voilà pour le petit point culturel et je vais terminer ce webinaire avec une petite visite guidée de la Martinique. Donc voilà, je vous fais partager des photos que j'ai prises moi-même lors de mes petits voyages en Martinique, enfin de mes promenades. Alors, je vous parlais des gambas, voilà, vous voyez ici,
Ce sont des grosses écrevisses, c'est vraiment très bon. Là, vous avez un exemple. Alors, la Martinique, elle est très variée. Vous avez une différence quand même entre le nord et le sud. Le nord va être plus vert, c'est-à-dire que on trouve la forêt tropicale, alors que le sud sera un peu plus sec. On retrouvera même à certains endroits des cactus. Voilà, donc il y a une différence de paysage. Les paysages sont très variés. Le nord, c'est la forêt, le sud, c'est les plages de sable blanc. Et puis, une végétation un petit peu moins dense. Bien, comme je vous ai dit, on a les plages de sable blanc dans le sud et dans le nord, c'est des plages de sable noir. Pourquoi? Parce qu'on a des volcans. Alors justement, je vous montre. Voilà. Je vous montre notre fameux volcan, la montagne Pelée. La montagne Pelée, elle culmine à 1397 mètres. C'est une montée qu'on peut faire. Hein. Moi-même, je suis allée au sommet. Bon, c'est dur, hein. Ça prend environ 5 à 6 heures, je crois, pour monter et descendre. Mais c'est vraiment très joli. Et donc, cette montagne Pelée, ce volcan, a explosé le 8 mai 1902. Donc, sa dernière éruption remonte au 8 mai 1902 et ça a carrément détruit la ville de Saint-Pierre. Et ça a fait, donc la ville de Saint-Pierre, c'est ce que vous voyez en bas, à gauche, elle se trouve en dessous de la montagne Pelée. Ça a détruit la ville de Saint-Pierre et ça a fait beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que on n'a pas évacué la population alors qu'on devait le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des élections. Donc, on ne voulait pas évacuer la population. Ça allait gâcher les élections. Alors, il y a eu beaucoup de morts. Et la ville de Saint-Pierre a été détruite. Il faut savoir que Saint-Pierre, c'était à cette époque une capitale. C'était la capitale, en tout cas la capitale économique de la Martinique. C'était une ville qui, pour son époque, était quand même bien moderne. Il y avait l'électricité dans certaines rues, enfin l'éclairage public. Il y avait l'éclairage public. Et il y avait des théâtres, voilà, il y avait une activité culturelle qui n'existait pas ailleurs. Mais ça s'est arrêté à cause de l'éruption et puis depuis Saint-Pierre est devenue une petite ville tranquille dans laquelle vous pouvez encore retrouver des ruines. Alors, comme je vous le disais, Saint-Pierre, Saint-Pierre, la Martinique, le nord de la Martinique, c'est la forêt tropicale. Voici des exemples. Nous avons la rivière, des rivières, des cascades, voilà, une végétation luxuriante. Et ce petit animal que vous voyez au milieu, c'est une mygale qu'on appelle la matoutou falaise. La matoutou falaise, c'est cette grosse araignée et c'est une espèce protégée en Martinique. Vous n'avez pas le droit de la tuer. Et elle se trouve que dans le nord de la Martinique. Alors au début, quand j'étais en Martinique, c'était difficile de les voir, ces araignées. Mais depuis quelques années maintenant, il y en a plus et on en voit pas mal. Souvent quand je me promène, j'en vois. Alors c'est une araignée qui peut mordre, mais c'est pas une araignée agressive. J'ai déjà vu des enfants jouer avec, lui mettre des brindilles dans les pattes. Elle n'a pas attaqué. C'est pas une araignée vraiment dangereuse. Alors, un petit aperçu de la forêt tropicale, mais cette fois-ci, cette forêt tropicale a été, je dirais, aménagée en jardin. Le fameux jardin de Balata, c'est un très beau jardin dans les hauteurs de Fort-de-France.
voilà, qui montre un peu toute la richesse des plantes en Martinique, des plantes, des fleurs. Et c'est vraiment un très beau jardin, très touristique. On va se rapprocher de la mer maintenant. On est toujours un peu dans le nord, mais on va se rapprocher de la commune de Sainte-Marie. Alors, ce que vous voyez là, c'est de gros morceaux de terre qui sortent de l'eau. Ça s'appelle un tombolo. C'est le tombolo de Sainte-Marie. C'est un mot d'origine italienne qui désigne une flèche sableuse qui relie généralement deux îlots à la terre ferme. Donc, en fait, les îlots, ces petits bouts de terre que vous voyez, ils sont reliés à la terre par ce banc de sable que vous voyez. Alors, au cours de l'hivernage, enfin notre période d'hiver, approximativement de juillet à novembre, les pluies sont fortes. Ça fait augmenter le volume des rivières et forcément, l'eau va monter et on ne pourra pas accéder au tombolo. Au cours du carême, de janvier à avril, il fait plus sec. Et là, l'eau va redescendre et on peut accéder à ces deux îlots. Bon, par contre aussi, il y a une époque de l'année où on n'a pas le droit de marcher sur les îlots parce qu'il y a des oiseaux protégés qui font leur nid. Donc, c'est aussi une réserve pour les oiseaux. Donc, il y a plusieurs tombolos comme ça en Martinique, mais c'est le plus connu, c'est le plus beau. On va quitter le nord pour aller au centre. Et dans le chef-lieu, comme je vous ai dit, le chef-lieu, c'est une sorte de capitale, Fort-de-France. En Fort-de-France, vous avez 95 000 habitants, c'est un port commercial et un port de croisière. Donc c'est la principale ville. Ensuite, en seconde position, il y a le Lamentin. Donc le Lamentin, c'est au Lamentin qu'il y a l'aéroport. D'accord? Donc si vous prenez un billet pour la Martinique, on vous écrit Paris-Orly, Fort-de-France, mais vous n'atterrissez pas à Fort-de-France, vous atterrissez au Lamentin. Et pour aller à Fort-de-France, faut rouler, hein, faut prendre la voiture. Donc voilà, au Lamentin, nous avons l'aéroport et à Schœlcher, la troisième plus grande ville, nous avons l'Université des Antilles. Alors, les petites curiosités de Fort-de-France. À Fort-de-France, vous avez le Fort Saint-Louis. Le Fort Saint-Louis, c'est un fort militaire. Et qui on retrouve au Fort Saint-Louis? Des iguanes. C'est la charmante petite créature que vous voyez à gauche. Et il y en a plein. Alors, ils ne sont pas dans la rue, ils sont seulement au Fort Saint-Louis et aux affaires maritimes juste à côté. Donc, si on se rapproche du fort, on peut des fois en voir qui se promènent. C'est vraiment l'unique endroit en Martinique où on peut voir des iguanes. Le marché de Fort-de-France, ça aussi, c'est un atout touristique vraiment indispensable parce qu'on peut trouver tous les produits locaux ici. Voilà, c'est de la fabrication artisanale. Les Martiniquais vendent leurs fruits, leurs légumes, leurs épices, mais aussi tous les alcools, les rhums arrangés qu'ils fabriquent. Et quand vous rentrez dans ce marché, l'odeur est vraiment très bonne. Vous sentez les fruits, vous sentez les épices, le sucre, le rhum. C'est vraiment voilà, un éventail de saveurs, de couleurs. Et ensuite, vous pouvez plus loin aller manger dans les restaurants. Donc, c'est des petits restaurants, mais qui font vraiment de la très bonne cuisine. Alors, un petit lieu un peu moins touristique, qui est surtout connu des Martiniquais. Donc ça, vous allez surtout voir les gens, les locaux aller ici. Ça s'appelle Cœur Bouliki. Cœur Bouliki, c'est un peu dans le centre. C'est un endroit où les gens vont manger en famille, vont pique-niquer. Donc, vous voyez, ce sont des grands arbres. Il y a une rivière en contrebas et on mange sous des carbets. Alors, le carbet, c'est la petite maison, enfin, le toit et 4 poteaux. Hein. Les carbets, il y en a beaucoup en Martinique. Vous mettez ça dans votre jardin.
Ça permet de profiter du jardin et de ne pas être embêté par la pluie. Moi-même, dans mon jardin, j'en ai un. Voilà, on mange sous les carbets, c'est vraiment un endroit pour les familles, les enfants peuvent jouer, on peut se reposer, c'est très calme, c'est dans une forêt, c'est vraiment un lieu très apprécié des Martiniquais. Le sud maintenant. Alors le sud, c'est quoi? C'est les plages de sable blanc. Vous n'avez que ça, les plages de sable blanc et aussi, on peut trouver dans le sud des mangroves. Les mangroves, ce sont des écosystèmes, hem, qui, qui abritent de nombreuses espèces. Ça ressemble à des marais. Je vais vous montrer sur la photo suivante. Voilà, c'est la photo que vous voyez en haut. Ça, c'est une mangrove. Donc ça ressemble à un marais. C'est, donc des arbres qui vont planter leurs racines dans de l'eau parfois un peu boueuse, ça dépend où se trouve la mangrove. La mangrove est très importante pour la Martinique parce qu'elle protège des espèces. Les poissons peuvent se cacher dans la mangrove et faire leurs petits. Il y a des crabes, des poissons et la mangrove, elle permet d'arrêter les vagues. Donc, c'est une protection contre les tsunamis, contre les inondations et les cyclones. Donc, la mangrove est vraiment très importante. Et il faut la protéger et il y en a beaucoup dans le sud, voire dans le centre de la Martinique. Alors, on va retourner un petit peu du côté du tourisme de masse, si je peux m'exprimer ainsi, avec le village des Trois-Îlets, qu'on appelle le village créole. Alors, les Trois-Îlets, c'est vraiment une commune très, très touristique, avec un golf, des hôtels, un petit village créole avec plein de restaurants et un port de plaisance. C'est vraiment un endroit très touristique et agréable quand vous voulez profiter du sud parce que la plage est belle et il y a une certaine ambiance sympathique. Enfin, pour terminer cette visite du sud, vous avez le fameux Rocher du Diamant que j'ai la chance de pouvoir voir de chez moi d'ailleurs. Alors cette photo, elle a été prise lors d'une randonnée, hein, j'ai souffert pour la faire parce que fallait grimper et en haut du Morne, le Morne, c'est une petite montagne. Le haut du Morne-l'Archer, j'ai pris cette photo du Rocher du Diamant. Le Rocher du Diamant, qui a une petite histoire, il a été plusieurs fois anglais et français. Donc, on s'est battu contre les Anglais pour garder notre Rocher du Diamant et maintenant, il est français. Et on n'a pas le droit d'y aller, personne ne peut y aller, à part les scientifiques, parce qu'on étudie les oiseaux. Donc, c'est une réserve pour les oiseaux. Donc voilà pour cette petite visite de la Martinique. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant me diriger vers vous pour répondre à vos questions. Alors, ça. Alors, je regarde toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, je remonte en haut. Alors, oui, on me demande, le chef-lieu, c'est la capitale. Alors, on peut dire que c'est une capitale, mais il faut faire attention. La capitale, ça reste Paris, parce que la Martinique, elle est française. Mais on va dire chef-lieu parce que c'est la ville la plus importante. Parce que c'est là où il y a la préfecture. Donc, c'est là où on a les affaires administratives et où il y a le préfet qui vit là-bas. Ensuite, la Martinique a-t-elle été exploitée par la France? Alors, exploitée, quand c'était une colonie, oui. Oui, elle était exploitée par la France, vu qu'on faisait donc au début travailler les esclaves, et donc travailler de force. Et puis, même après l'esclavage, les gens, les Martiniquais qui n'étaient plus des esclaves, mais qui continuaient à travailler,
dans les plantations. Bon, ils étaient payés, mais ils n'étaient pas payés très, très bien. Il y avait encore des abus. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini, surtout depuis 1946, depuis la loi de départementalisation, ça a changé. Il n'y a plus d'exploitation. Alors, pourquoi DOM-TOM est toujours applicable? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est parce que c'est rentré dans les habitudes. Les gens connaissent ce mot dom-tom et ils ont du mal à passer à l'autre appellation. Je pense que, bon, on l'a appelé dom-tom pendant si longtemps que maintenant on a du mal à dire autre chose, même si on doit dire Dromcom depuis 2003. Je crois qu'en France, ce n'est pas encore passé dans les esprits de tout le monde. Voilà, donc ils continuent à parler des dom-tom. Après, ce n'est qu'un nom, ce n'est pas vraiment grave. Donc pour la Martinique, la capitale est Paris et Macron est le président. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous votons tous pour le président de la République. Franchement, la Martinique, c'est comme la France. On va voter pour le président, mais par contre, comme je vous ai dit, des fois, des lois françaises peuvent être un petit peu adaptées. Mais c'est le seul changement. Sinon, c'est comme la France. Il faut voir que la Martinique, c'est comme la France. Et bien entendu, Paris, c'est la capitale, Macron, c'est le président, et les lois françaises s'appliquent en Martinique. Et c'est le cas pour les autres territoires d'outre-mer. Est-ce que le SMIC est le même en France et en Martinique? Il me semble que oui. Il me semble que oui, que c'est le même. Ah oui, alors quelqu'un a écrit Tiponche, oui, c'est très bien, ça s'écrit comme ça, effectivement. Et Madras. Oui, les cantiques, on a comme les cantiques françaises, hein, Mon beau sapin, Douce nuit. Qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, Douce nuit, et puis je ne me rappelle plus, parce qu'on a aussi des cantiques purement martiniquaises, et c'est celle que je préfère d'ailleurs. On a aussi, ah oui, les anges dans nos campagnes. Donc, les anges dans nos campagnes, c'est vraiment, c'est français, mais c'est fait à la martiniquaise, donc c'est vraiment très entraînant. Ah, il y a quelqu'un qui connaît la chanson Bon baiser de Fort-de-France. Ah ben, je la connaissais pas, celle-là, je vais regarder. Alors, pardon pour les questions en russe. Moi, Il y a aussi quelque chose de bien pour visiter. Bon, bien sûr, il faut attendre que le coronavirus s'arrête. Vous avez une institution qui s'appelle France Langue, qui se trouve aux Trois-Îlets, hein, c'est le petit village touristique que je vous ai montré. France Langue, c'est une école où vous apprenez le français. Et puis, donc, vous décidez du nombre d'heures. Et ensuite, vous visitez la Martinique et cette école va vous proposer des excursions, des cours de voile ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait un stage aussi là-bas et c'est sympathique. Voilà, vous apprenez le français et vous visitez aussi la Martinique. Et il n'y a qu'en Martinique que vous pouvez faire ça dans toutes les Antilles. Donc, c'est France Langue, ça s'appelle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder.